merci de nous accueillir, c'est la mairie de Vincennes de nous accueillir dans cette superbe salle des mariages. Et c'est très bien de faire ça ici, puisque je vous en parlais, l'élargissement, c'est un peu une forme de mariage que l'on fait avec d'autres pays. Et je trouve aussi important, je vous remercie de prendre le temps de venir ce soir à cette conférence, puisque l'élargissement, c'est vrai que c'est pas forcément la question européenne immédiate, la plus brûlante, elle est plutôt sous-médiatisée. On est la France, un des pays peut-être les plus plus réticents à cette question. Donc, merci de prendre le temps de ceci pour en discuter. Peut-être pour compléter la présentation des faits, je voudrais préciser que aujourd'hui je suis les questions européennes depuis Londres. Ce matin de Londres. Alors, vous allez, c'est un peu curieux qu'un Londonien vienne nous parler d'élargissement. Peut-être un paradoxe, mais je veux dire, depuis 2 ans que j'y arrive en Angleterre, ça m'a encore plus convaincu que c'était un thème très important et qui est devant nous. D'ailleurs, au moment où nous parlons ce soir, le président serbe est à Paris pour justement parler aussi de l'adhésion de son pays avec le président de la République. Donc c'est un thème, je dirais, qui est très présent. Moi, j'ai passé aussi beaucoup de temps, j'ai été plusieurs fois dans les Balkans, dans plusieurs pays candidats. Autant ici, c'est pas un thème qui fait de l'actualité, il faut dire que dans beaucoup de ces pays, c'est la question quasi existentielle de ces pays, je parle bien sûr aussi de l'Ukraine. L'élargissement, en fait, c'est une vieille question européenne, mais qui trouve aujourd'hui un intérêt renouvelé depuis justement la guerre en Ukraine, qui lui a donné une nouvelle dimension, une nouvelle acuité, et qui soulève en fait d'énormes défis pour l'Union européenne. L'histoire de la construction européenne, ça pourrait se raconter à travers en fait les élargissements. Très souvent, et peut-être il y a eu des conférences ici avant, lorsqu'on fait une histoire de l'intégration européenne, c'est plutôt une succession de traités, la CECA, le traité du marché commun, la CE, le RATOM, le traité de Maastricht, le traité de Lisbonne, mais c'est aussi, vous savez, une succession d'adhésions. Il y a eu l'Europe des 6, des 9, des 10, des 12, des 15, des 25, des 27, des 28, à nouveau des 27. Et demain, c'est pareil, l'Europe de XXL, hein, on dit l'Europe 30 plus. Je ne vais pas préciser. 30 plus, ça veut dire peut-être 30, 31, 32, etc. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, je voudrais rappeler que c'est un élargissement. En fait, ça renvoie à l'origine du projet européen, qui est un projet, vous l'avez dit, un projet d'unité, celle-ci étant synonyme de paix. Si vous relisez la déclaration Schuman de 1950, qui a été le coup d'envoi de l'intégration européenne, il est question du rassemblement des nations européennes. On ne dit pas lesquelles, hein, au départ, c'était les 6, mais c'était par définition ouvert à tous. Et je cite toujours Robert Schuman, la CECA introduit le ferment d'une communauté plus large et plus profonde entre des pays longtemps opposés par des divisions sanglantes. Et donc, étendre l'Union européenne, c'est dans l'ADN du projet. Mais, en disant ça, on va tout de suite commencer par un point très important, c'est que c'est par définition un choix souverain de chaque nation, chaque État, et un choix qui doit être mutuel. C'est pas un projet impérial de l'Union européenne. C'est tout le contraire. C'est pas un projet de départ, c'est un projet de conquête territoriale, d'expansion. En fait, ce que je trouve intéressant avec le processus d'élargissement, c'est que c'est une expansion non impériale. C'est important de le rappeler au moment où on parle beaucoup du retour des empires et des inégalités, même du côté des États-Unis, lorsqu'ils l'Europe sur le Groenland ou sur d'autres aspects où la Chine regarde vers Taïwan. Lorsque l'Union européenne s'élargit, c'est bien sûr pas du tout dans cette politique de conquête territoriale, ça se fait, c'est une question de volonté, de consentement, sans coercition. Justement, j'étais récemment en Albanie, à Tirana, le Premier ministre albanais, Edi Rama, il aime dire, parce qu'il a beaucoup d'humour, il dit c'est, en fait, pour la première fois, on a le choix de l'empire dans lequel on veut être, avec l'élargissement. On a le choix de notre empire. Alors, c'est un peu boutade, parce qu'encore une fois, je pense que l'Union européenne est
tout sauf un empire, on pourra y revenir. Mais effectivement, j'ai énuméré les différents, les 6, 9, 10. Tous les pays qui sont là aujourd'hui, les 27, sont venus de leur plein gré. Sont là, personne ne les a forcés, et je reviendrai même sur le Brexit, on peut même sortir si on veut. Et donc, il y a des contre-exemples, par exemple, toutes les adhésions se sont faites par des ratifications des référendums. Le dernier en date, est-ce que vous savez quel est le dernier pays qui est rentré dans l'Union européenne? La Croatie. La Croatie. Peut-être quelqu'un qui n'est pas l'exemple d'Europe. Désolé, j'ai rien dit. C'est pas si vous avez entendu la réponse. La Croatie, c'est ça. La Croatie, voilà, en 2013. La Croatie est venue à l'époque 28e. La Croatie a fait un référendum ou croate, si vous voulez rentrer. Mais parfois ça marche, parfois ça marche pas. La Norvège, on sait, a eu 2 référendums, en 72 et en 92, et les Norvégiens, des fois, ont dit non, nous ne souhaitons pas adhérer à l'Union européenne. Les Britanniques, peut-être on a un peu oublié, mais eux aussi ont eu un référendum dans l'histoire. D'ailleurs, je ne parle pas de celui de 2016, mais en 1974, il y a eu un référendum aussi au Royaume-Uni, où les Anglais ont dit très basse majorité à l'époque, qui souhaitaient rejoindre les communautés européennes. Donc, j'insiste beaucoup sur ce consentement, que ça se fait de manière, c'est non contraint. Mais bien sûr, il ne s'agit pas de vouloir, il faut aussi que les autres, que ce soit parlent dans les deux sens. C'est pas parce que les Croates veulent rentrer, aujourd'hui les Albanais, c'est fait un sondage en Albanie, ils veulent tous rentrer, pas parce que c'est autant que nous souhaitons. Et à chaque fois, c'est un peu comme justement ces clubs anglais, pour être ami dans le club, il faut que tous les autres soient d'accord, il faut vous admettre. Et donc, on reprend encore l'exemple du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, il se souvient que Charles de Gaulle avait 2 fois mis son veto à l'entrée du Royaume-Uni dans les communautés européennes à l'époque. Il y a eu 2 vetos dans les années 60. Et il a fallu un référendum organisé par Georges Pompidou, pour lever un veto polonaise, il faut le peuple. Et donc, il y a eu un référendum en France, en 1972, où les Français, avec une grande majorité, ont dit oui, nous souhaitons que les Anglais, les Irlandais, les Danois rejoignent les communautés. Donc, ça s'est fait par un référendum, c'est-à-dire le seul qui a été fait en France sur la question d'adhésion du pays. Je rappelle parce qu'on a parfois un peu oublié la manière dont ça s'est fait. Pour la Croatie, il y a eu le référendum et il y a eu donc un traité d'adhésion qui a été ratifié par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Et comme le Grec, des cas de tous les autres pays qui sont rentrés avant, il y a toujours un traité d'adhésion qui doit être ratifié à l'unanimité des pays. Donc il suffit qu'il y en ait un qui bloque, il ne peut pas rentrer. Et donc ça s'est fait comme ça pour chacun des pays dont je parle. Et encore, le traité d'adhésion, je dirais, c'est l'étape finale de la ratification, parce que j'y reviendrai après sur toutes les étapes. N'importe quel moment, un pays peut mettre son veto. D'ailleurs, la France, en 2019, a mis son veto à l'entrée au début des négociations avec l'Albanie et la Macédoine du Nord. En fait, on a levé ce veto à l'époque, et là-bas, ils s'en souviennent beaucoup. On a mis aussi d'autres veto. Donc, c'est pour vous dire que c'est jamais automatique. Il faut que le pays soit candidat et que nous l'acceptions, et quand on dit nous, c'est l'ensemble des pays à l'unanimité. Alors, et même si on a fait ce consentement, même si c'est un consentement mutuel, un pays qui va rentrer, nous voulons accepter, et bien sûr, et c'est tout ça l'enjeu, il y a des conditions et des critères à remplir. La première condition est 4 critères. La première condition, ça peut paraître évident, et en même temps ça n'est pas tant ça, c'est d'être un État européen. C'est écrit dans le traité, c'est pas plus précis que ça, mais il faut être un État européen. Je lis par exemple dans les années 80, le Maroc était candidat. On voudrait rejoindre les communautés européennes. Et là, la réponse a été assez immédiate. Par exemple, le Maroc n'est pas un
pays européens, la géographie là est assez claire, donc vous n'êtes pas éligible à être dans l'Union européenne. Après, on pourra en parler, il y a toutes sortes de relations possibles avec des pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne, mais il faut être un État européen. Alors, à l'ouest, c'est simple, on a l'Atlantique, la Manche, la mer du Nord, enfin, les frontières sont claires. Plus on va vers l'est, moins on sait trop exactement l'Europe où ça reste. Je ne sais pas s'il y a des géographes ici dans la salle, mais c'est une question toujours assez débattue, qui a pu varier dans l'histoire, où s'arrêtent exactement les frontières de l'Europe. J'ai été 2 fois en Géorgie, et voilà, il y a des géographes qui vont dire que le Caucase dans l'Europe, d'autres vont dire que maintenant justement le Caucase c'est la fin de l'Europe, c'est le début de l'Asie. Et bien sûr, le cas le plus, je dirais, où on voit que ce n'est pas un critère complètement scientifique, c'est que la Turquie est reconnue comme candidat à l'entrée dans l'Union européenne, alors que uniquement 4% de son territoire est géographiquement dans l'Union européenne. Je ne sais pas si plusieurs d'entre vous sont allés à Istanbul. Quand on va à Istanbul, il y a la partie de la ville en Europe, la partie de la ville en Asie. On a d'ailleurs des numéros de téléphone différents en Asie ou en Europe, mais c'est une ville qu'on traverse, c'est une ville sur 2 continents. Donc, ça pour dire il faut être reconnu par les autres comme État européen. Il faut aussi que l'État lui-même se sente européen. Moi, ce qui m'a frappé quand j'étais à Tbilissi en Géorgie, c'est à quel point les Géorgiens se sentent culturellement très européens. Il n'y a pas de débat. Après, pour l'Arménie, l'Azerbaïdjan, on peut discuter, mais voilà, encore une fois, c'est de bonnes conditions et le traité n'est pas plus précis que ça. Il n'y a pas de. C'est une question à la fois géographique et aussi politique. Où exactement ça arrête l'Europe. Mais dans le cas des pays candidats aujourd'hui, à part le cas controversé de la Turquie, on pourra y revenir, mais sur les pays des Balkans occidentaux, de l'Ukraine, de la Moldavie, là, géographiquement, il n'y a pas de débat que ces pays soient bien européens au sens continental, géographique du terme. Là, ça, c'est une première condition, mais après, il y a bien sûr, je disais, 4 critères à remplir, qui ne sont pas faciles. Le premier critère, c'est déjà de reprendre l'ensemble des règles européennes, ce qu'on appelle l'acquis communautaire. Et bien sûr, plus vous rentrez tard, plus il y a eu des règles nouvelles à prendre. C'était peut-être entre guillemets plus facile pour les premiers parce qu'il n'y avait pas autant de directives, de règlements à avaler. Aujourd'hui, c'est des milliers de pages. C'est des services juridiques énormes qui travaillent là-dessus. En fait, un traité d'adhésion, il y a 33 chapitres, et chaque chapitre, il y a des chapitres d'agriculture, chapitre d'environnement, chapitre de transport, et il faut reprendre tout ça dans la législation. Je dirais que c'est un point de ma laisser, on ne peut pas, un État candidat doit forcément reprendre toutes les règles que nous avons. On ne peut pas les changer, ou alors si on les changer, il faudra qu'ils soient membres et après, il faudra participer au vote et à leur élaboration. Mais toute cette reprise, un chantier assez titanesque, et qui est techniquement, juridiquement très, très, très lourd et qui prend des années, qui se fait. Ça, on pourrait y revenir aussi, donc c'est toute la reprise qui a fait conditions juridiques. Et bien sûr, une des critères plus importants, c'est l'état de droit et le respect des règles juridiques. La deuxième condition, le deuxième critère, c'est d'être une économie de marché. Parce que rejoindre l'Union européenne, ça veut dire rejoindre le marché unique. Et donc, ça veut dire, quand un pays est dans l'Union européenne, dans l'exemple de la Croatie, quand la Croatie est rentrée dans l'Union européenne en 2013, ça veut dire que ce jour-là, elle est dans le marché unique, et donc, tous ces produits peuvent circuler chez nous, et nos produits peuvent circuler chez eux sans droit de douane, sans quota, librement. C'est le principe de base du marché unique. Et donc, ça veut dire force. C'est pour ça que la reprise des règles sont importantes, puisque aujourd'hui, comme je disais, j'étais en Albanie récemment, les produits albanais ne sont pas prêts d'être aujourd'hui, les produits agricoles albanais ne sont pas du tout aux normes européennes pour que nous puissions les accepter par rapport à nos règles sanitaires, phytosanitaires et autres. Donc, ça veut dire que s'ils rentrent trop tôt et trop vite, soit leur agriculture peut être
guillemets, se faire avaler par un autre, puisque justement, ils ne seront pas aux normes, où effectivement, ça fait vraiment, ça crée un choc, ça fait forcément un choc économique, et ça prend du temps pour être complètement bien aux normes, pour que l'ouverture du marché, l'intégration de ce marché dans le grand marché européen se fasse sans heurts. Et ça, c'est un énorme travail aussi. Il faut bien sûr que ce soit une économie de marché. C'est pour ça que si c'était une économie dirigiste comme c'était dans les pays d'Europe centrale et ça avance, ça peut pas être tout le temps. Et j'en arrive aux critères, peut-être en fait le premier, c'est qu'il faut être, le pays doit être une démocratie. Et ça, c'est essentiel. Lorsque le Portugal était sous le régime de Salazar, il souhaitait rentrer dans les européennes, et le Portugal est un pays européen, pas de débat, mais le régime était considéré incompatible avec les communautés européennes. Il faut forcément être une démocratie. C'était le cas aussi, bien sûr, avec l'Espagne a dû attendre la fin de Franco, la Grèce a dû attendre la fin du régime des colonels, et les pays d'Europe centrale et orientale, la chute de l'Empire de fer, on était passé longtemps le 9 novembre, la chute du mur. Donc, parce que sinon, effectivement, la question serait presque trop facile, mais quand tu parlais du consentement, le consentement doit être démocratiquement approuvé. Et donc, il faut que ce soit une démocratie en bonne et due forme. Après, on verra que l'évolution peut parfois on peut étonner, mais à la base, c'est bien sûr le premier critère, c'est de vérifier donc, que ce soit une démocratie, une économie de marché et capable de reprendre tout l'acquis communautaire. C'est ce qu'on appelle les critères de Copenhague. Ça a été défini en 1993 à Copenhague. Après, justement, la chute du rideau de fer, on a eu plein de candidats à rentrer dans l'Union européenne pour fallait bien définir les règles du jeu de manière claire. C'était déjà le cas avant, mais là, ça a été bien clarifié. Il y avait ces trois critères, et il y a un quatrième critère qui s'est rajouté, qui est peut-être le plus politique, parce qu'il est difficile à mesurer, ça s'appelle la capacité d'absorption. On a dit, mais alors c'est très bien, vous êtes européen, vous êtes démocratique, vous avez fait le marché, vous avez tout repris dans vos lois, sauf que nous, on n'est pas prêts. Ça s'appelle la capacité d'absorption, ça veut dire, est-ce que nous-mêmes, en fait, ça ne va pas complètement chambouler notre façon de décider, notre façon de faire l'Europe, donc la façon est-ce qu'on est prêt, en fait, même entre guillemets, à absorber, c'est pas un terme que je trouve toujours très heureux, mais c'est celui qui a été retenu. Et c'est un critère qui a notamment est vraiment venu en fait après l'adhésion du grand élargissement de 2004, où on est passé de 15 à 25, où on dit là il faut absorber ce passage de 15 à 25. Et lorsque Jean-Claude Juncker est devenu président de la Commission européenne en 2014, il a dit de toute façon, moi, pendant les 5 ans que je serai président de la Commission, il n'y aura aucun élargissement. C'est ce qu'on appelait la fatigue de l'élargissement. Alors, bien sûr, c'est très décourageant pour les pays candidats qui disent ah bon, on sait que il va rien se passer. Mais ça veut dire aussi que quand on dit l'élargissement, c'est pour ça que c'est important qu'on dise débat, c'est pas seulement les pays qui se préparent, c'est aussi nous qui voyons à quel point on est prêt à élargir le cercle. Si on fait le bilan, je dirais, moi je trouve impressionnant le bilan de l'élargissement. J'ai dit, on est même plutôt assez flatteur de voir qu'il y a autant de pays candidats qui veulent venir. Aujourd'hui, on a 9 candidats. Il n'y a pas beaucoup d'autres régions dans le monde qui attirent autant pour rejoindre. C'est vrai que le rythme avait été, au départ, de fait, sans que ça ait été voulu comme ça, mais dans la pratique, c'était, justement, la capacité d'absorption, c'était 3 pays tous les 10 ans. Donc, il y a eu le Royaume-Uni, Irlande, Danemark, dans les années 70, Espagne, Portugal, Grèce, dans les années 80, Suède, Finlande et Autriche, dans les années 90. Donc, ça veut dire 2015. Et après, 1er mai 2004, 15-25. Et après, Roumanie, Bulgarie, 27.
Donc, effectivement, on a réussi. Sans, et ça peut être discutable, sans réformer en profondeur l'organisation de l'Union européenne. En fait, quand vous vous souvenez du traité de Nice, qui devait normalement revoir les règles du jeu, ça avait revu à la marge, le traité constitutionnel devait aussi chercher à revoir comment est-ce qu'on décide des choses au niveau européen, et puis ça a donné le traité de Lisbonne, il y a eu quelques ajustements, mais globalement, y compris aussi sur le budget européen, qui représente à peu près plus de 1% du PIB européen, ça n'a pas, on n'a pas revu de fond en compte de l'organisation de l'Union européenne, mais ça n'a pas non plus grippé le processus. C'est-à-dire, et on pourra en parler si vous voulez, on en arrive à décider à 27 beaucoup de choses, et on veut dire qu'on décide même plus à 15 qu'à 25. On décide plus de choses à 27 qu'à 15. Et qu'on avait d'énormes problèmes, même lorsqu'on n'était que 6 ou 12. Les blocages, les vétos, les difficultés de décider ne sont pas liées au seul nombre que nous sommes. Et ça, on pourra y revenir si vous voulez, mais je pense que c'est parfois une vraie question, mais c'est pas toujours en fait aussi évident que ça. Le bilan économique, c'est peut-être celui-là le plus spectaculaire, c'est que l'élargissement a été pour les pays qui sont rentrés un facteur de prospérité là, qui se mesure de manière éclatante. Si vous parlez avec les Portugais, si vous parlez avec les Espagnols, eux, ils ont vraiment senti l'avant et l'après-adhésion. Si vous allez en Pologne, par contre, de la Pologne d'avant et d'après, bien sûr, ça n'a rien à voir. Si vous regardez une chose qui a été faite, le PIB par habitant, ce qui est un critère économique qui vaut ce qu'il vaut, mais c'est un indicateur, le PIB par habitant, en 1990, donc à la chute du réseau de fer, entre l'Ukraine et la Pologne, il était à peu près le même. C'était vraiment deux pays qui étaient avec un niveau de vie comparable. Aujourd'hui, la Pologne, qui est donc depuis 2004 dans l'Union européenne, l'Ukraine qui n'est pas, le rapport devrait passer de 1 à 4. Donc, c'est bien sûr pour ces pays un agent transformateur de leur économie, et c'est aussi un facteur d'attractivité d'investissement énorme. Parce que quand vous êtes investisseur privé, c'est pour ça que la question aujourd'hui est aussi très importante pour l'Ukraine et pour d'autres pays candidats, c'est quand vous êtes reconnu comme candidat et que les investisseurs ont foi que votre pays va de manière crédible va rejoindre l'Union européenne, ça donne une sécurité juridique, ça donne une prévisibilité, une familiarité de l'environnement réglementaire qui encourage l'investissement. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de candidats, c'est que ça attire énormément d'investisseurs privés s'ils savent que ce pays va rejoindre l'Union européenne et s'ils se disent ce pays, c'est pas trop où il va, il est nulle part, ça décourage. Donc c'est un facteur important. Et aussi, justement, je parlais des Balkans, c'est un peu un contre-exemple. Des pays d'Europe centrale et orientale qui ont assez tôt eu la perspective d'adhésion crédible, ont fait des réformes économiques et structurelles qui ont mis leur pays en état de marche, et ceux qui n'avaient pas cette perspective, les pays de l'ex-Yougoslavie, n'ont pas du tout eu cette perspective qui pouvait être encouragée à stabiliser la situation, et c'est seulement depuis ces dernières années que ça se fait. Mais, je dirais, tout n'est loin d'être rose. La convergence, le rattrapage des salaires se fait de manière assez lente. Alors, si vous regardez les courbes de salaire dans Pologne, en Roumanie, en Bulgarie, c'est comme ça. C'est sûr que ça ne cesse d'augmenter, mais on part de très loin, très loin. Alors bien sûr, pour être tout à fait complet, il faudrait aussi rapporter le coût salarial, la productivité qui est très basse, et en fait, le coût du travail n'est pas aussi faible qu'il n'y paraît dans l'absolu, mais la convergence se fait, mais de manière intéressante. Aujourd'hui, effectivement, un pays comme la République tchèque a un niveau de vie assez proche de la moyenne européenne. Effectivement, on est en 2025, ils sont rentrés en 2004, donc on est sur des courbes haussières, mais avec, bien sûr,
qui n'ont pas empêché un énorme problème de fuite des cerveaux. Enfin, des drames aujourd'hui des Balkans, c'est que, pour y être allé, c'est que les jeunes partent, les jeunes fuient de Balkans. Ils se disent, je ne vais pas venir là, et je vais chercher fortune ailleurs, en Italie, en Allemagne. Il y a même eu une loi en Albanie prise récemment pour que les étudiants en médecine cessent de quitter le pays et restent en Albanie, puisque l'Albanie a l'impression de payer des médecins qui après chercher des sources de travail plutôt en Allemagne ou ailleurs pour trouver un meilleur salaire. Donc il y a une fuite des cerveaux, il y a un vieillissement démographique. Donc c'est c'est parfois indépendamment de l'élargissement. L'élargissement peut parfois, au contraire, parfois ça peut donner d'autres perspectives à la jeunesse et faire en sorte que il y ait moins de fuite de cerveau, et c'est un phénomène. Et puis, pour terminer sur le bilan aussi, rapide, succinct, ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que c'est pas parce qu'un pays devient membre qu'il s'arrête, il s'arrêtera. Aujourd'hui, si vous regardez la zone euro, si vous regardez Schengen, elle comprend beaucoup des pays qui sont rentrés dernièrement. La Croatie va rejoindre l'euro, la Bulgarie aura l'euro l'année prochaine, la Roumanie et Bulgarie viennent de rentrer dans Schengen. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il ne s'arrête pas. Si vous allez dans les pays baltes, en Estonie, en Lituanie, Lettonie, merci. Les trois pays sont dans Schengen et dans l'euro. C'est pour ça que ce qui leur concerne aussi directement son marché intérieur. Ce n'est pas que le marché intérieur. Alors, le contre-bilan aussi, je disais que j'habite à Londres, c'est qu'effectivement, l'élargissement, ça peut marcher dans les deux sens. Et c'est un peu un cas d'école, mais le Royaume-Uni a fait le choix, et c'est vraiment aussi son choix, et on va faire un vote en 2016, de dire nous c'est fini, on sort. Et c'est quelque chose de tout à fait légal. L'Union européenne n'est pas une prison. Le Royaume-Uni a donc fait le choix de sortir, et il y a un article 50 dans le traité de l'Union européenne qui prévoit qu'un pays puisse demander de sortir. Donc c'est Michel Barnier qui est responsable de ces négociations. Par exemple, sur le divorce, on a décidé de rompre. Eh bien sûr, ça ne se fait pas en réalité dans une décennie dans l'Union européenne, quand on quitte le marché unique. C'est bien sûr pas une opération toute simple. Ce que j'ai vu en Royaume-Uni, c'est qu'effectivement, lorsqu'on sort de l'Union européenne, mais vraiment, c'était le hard Brexit, on sort complètement de tout, d'Erasmus, de programme de recherche horizon, mais surtout du marché unique. Il faut rétablir les contrôles qu'il n'y avait plus. Donc, pour les Royaume-Uni, ça veut dire embaucher beaucoup de douaniers. Et pour nous aussi, ça veut dire rétablir des inspections, des contrôles qu'il n'y avait plus. Et donc, ça fait beaucoup de paperasse, de bureaucratie. C'est-à-dire, en fait, tout le contraire de ce que les secteurs avaient dit. Ils disent que ça va simplifier la vie. Et en fait, toutes les entreprises se disent, en fait, maintenant, dès que je veux exporter en Union européenne, il faut que je fasse plein de choses parce que, en fait, ça a obstrué des flux qui étaient jusque-là, marchaient très bien. Et effectivement, il y a eu tout d'un coup, et peut-être certains sont concernés ou des gens qui sont concernés, donc il y a eu une chute en tête des étudiants européens en Bretagne, mais quasiment plus, très peu. Ou ceux qui ont les moyens de payer. Alors c'est maintenant, donc, surtout les étudiants chinois et indiens qui ont remplacé, sont venus. Mais voilà, donc on ne peut plus s'établir. Si vous voulez venir au Royaume-Uni, il faut être sur un visa, et ça faire comme ça. Moi, j'ai eu l'opportunité dans ma carrière de vivre 3 années en Italie, 3 années en Belgique. Je me suis installé comme ça, je n'ai pas demandé l'autorisation du pays, c'est propre de la libre circulation. C'est que vous pouvez vous établir librement dans un des pays membres. Bien sûr, maintenant au Royaume-Uni, ce n'est pas possible, et ça crée aussi beaucoup de tensions sur le marché du travail, parce que c'est très compliqué aussi d'avoir ce permis de travail. Donc ça a créé beaucoup d'inflation.
parce que justement tous ces contrôles, ces coûts, ces nouvelles contrôles douaniers ou plein de camions qui font la queue pour passer, tout ça, ça vraiment en fait, pour moi c'est une démonstration un peu, on peut voir à l'œil nu, qu'est-ce que c'est l'avant et l'après, qu'est-ce que c'est, et en fait c'est intéressant parce que nous on s'en rend pas compte au quotidien dans cette circulation en Europe, ce que veut dire d'être vraiment complètement sorti. Alors en plus, c'est un facteur insulaire qui accentue. Mais, et au point, on pourra se poser la question comment aujourd'hui le pays se propose la question de son rapport à l'Union européenne, puisque il se rend compte que finalement, ça reste leur marché principal. Et donc, la géographie n'a pas bougé. Heureusement dire ça ce soir. Mais c'est pourquoi je voulais faire aussi vous parler d'énergie ce soir, c'est que depuis la guerre en Ukraine, depuis 2022, l'élargissement prend une toute autre dimension. Je dirais qu'il y a une sorte de dramatisation en fait de l'enjeu. Jusque-là, vous pouvez vous dire que c'est bien, l'Union européenne grandit bon an mal an, ils veulent rentrer, ils se mettent aux normes, et puis voilà, c'est simplement la même Europe qui grandit, mais ça ne change rien quelque part à une chose, alors que là, c'est quand même assez frappant ce qui s'est passé dès que la guerre est déclarée, dès que l'Ukraine a été envahie le 28 février 2002, première chose qu'ils ont faite, toute première décision, c'était d'être candidats à l'Union européenne. Comme dans la semaine qui suit. Et il y a eu 2 autres candidatures qui ont suivi, la Moldavie et la Géorgie. Donc 3 candidatures en une semaine. C'est pas arrivé depuis quelques temps. Et les Balkans ont dit nous, ça fait depuis 2003 que vous nous dites qu'un jour on rentrera, et donc Edi Rama, pour citer, le président Zabanel, a dit donc si il faut qu'il y ait une guerre pour que vous vous intéressiez à notre candidature. C'est pas entièrement faux au sens où ça a effectivement tout d'un coup, j'avais parlé de cette partie d'élargissement que voilà, on n'est pas prêt à s'absorber, on verra ça plus tard. Là, tout d'un coup, on s'est dit, la guerre que livre Poutine à la Russie, à l'Ukraine, ça crée un problème d'une sorte d'angle mort en fait, dans le continent, on disait l'Ukraine, Moldavie. On n'avait jamais dit qu'il pouvait être candidat, et on n'avait jamais été très clair. Et en fait, la zone grise, ce qui est peut-être la chose la plus compliquée à gérer au politique et au géopolitique. Et quelque part, l'invasion russe de l'Ukraine ne laisse plus le choix aux zones grises. Parce que parfois, on disait voilà, l'Ukraine, il faudrait la finlandiser, finlandisation de l'Ukraine. Et là, vu l'impérialisme russe à l'œuvre, et vu même la guerre hybride que mène la Russie ailleurs, on a vu aussi récemment avec les élections de Moldavie, ou d'autres actions ailleurs, effectivement, l'élargissement prend une toute autre dimension. On parle d'impératif géopolitique. Et on dit en fait que on rencontre des discussions du Conseil européen, c'est-à-dire en fait, qui n'est pas avec nous peut se retourner contre nous. C'est-à-dire que si la Serbie n'est pas de l'Union européenne, elle est plutôt tournée vers la Russie, ou plutôt tournée vers la Chine. Et pour être dans ces pays-là, on voit bien effectivement qu'il y a des rivalités d'influence étrangère à l'œuvre. Bien sûr, l'Ukraine, si elle n'est pas dans l'Union européenne, elle ne sera pas toute seule. Et d'ailleurs, c'est frappant de voir aujourd'hui à quel point beaucoup de pays ne veulent plus être tout seuls dans leur coin. La Norvège se repose à nouveau la question, mais finalement, est-ce qu'on ne devrait pas avoir un candidat d'Islande aussi. Donc, il y a, avec le retour des empires et les menaces russes qui deviennent de plus en plus assez évidentes, eh bien, la perspective d'adhésion devient non seulement plus pressante pour les pays au front, mais aussi une vraie question pour nous. Et ça a été un énorme
énorme débat. En fait, on a un président français du Conseil de l'Union européenne lorsqu'il y a eu ce sommet à Versailles en 2022. Mais l'autre question, c'était l'Ukraine, est-ce qu'on lui donne le statut de candidat? Est-ce qu'elle a vocation à l'Union européenne? La réponse avait été oui, parce que, encore une fois, si elle n'est pas dans l'Union européenne, elle sera où? Elle sera quelque sorte dans l'espace russe, et ça va en fait se retourner contre nous, puisque aujourd'hui c'est une question de sécurité. Alors, c'est une question de sécurité, et que en fait, l'Ukraine, son armée, son agriculture, sont des facteurs de puissance que l'on préfère avoir de l'autre côté que de l'autre. Et c'est dans ces termes très, je dirais, on est dedans, on est dehors, que ça se pose. Mais, et c'est là toute la tension de l'élargissement, c'est que si on écoutait ce discours-là, il faudrait qu'il en donne, il faudrait qu'il en tout de suite, vite. Et d'ailleurs, beaucoup d'Ukrainiens ont cru, et certains leur ont fait croire, que oui, bien sûr, vous rentrez là l'année prochaine. Non. Parce que, avec tout ce que j'ai dit comme critères, contre la corruption, la désoligarchisation de l'économie, l'énorme lutte contre les trafics, le crime organisé, ça prend énormément de temps. Et donc, si j'étais récemment aux Pays-Bas, les Pays-Bas ne vont pas entendre parler de ça. Si l'élargissement, oui, mais pas ce qu'on appelle en anglais fast track, d'élargissement express, comme ça. Et donc, il y a une tension entre ce qu'on appelle un élargissement fondé sur le mérite. On voit que chaque pays remplit les critères qui font l'objet de rapports très détaillés de la Commission, qui évalue, c'est un peu comme Mehdi Rama, excusez-moi de citer encore lui, il dit c'est un peu comme si j'avais 27 médecins autour de moi qui font un diagnostic. Donc, les 27 médecins doivent tous être d'accord sur le même diagnostic et voir si je suis en bonne santé pour rentrer ou sinon si je vais tous pouvoir éliminer ou pas. Donc, c'est ça et c'est un travail, les rapports de la Commission sont tous sortis la semaine dernière, c'est un rapport pays. Donc, si vous avez une soirée à faire passer, vous pouvez tous les lire, mais c'est très détaillé, on a tout en vue. C'est un travail colossal pour voir si les normes électriques, les normes sanitaires, les normes urbanistiques, le cadastre, tout est repassé au peigne fin, la liberté des médias, pour voir à quel point on peut progresser ou pas. Donc là, ça prend beaucoup de temps, c'est très fastidieux, ça demande un effort de réforme important pour le pays qui se met qui va être y aller. C'est pas juste il ne faut pas que ce soit juste un copier-coller de traduit pour joli. Il y a des vérifications que c'est bien mis en place. Et parfois, pour ces pays, un problème de capacité technique. Un pays comme le Monténégro, je suis allé à Podgorica, mais la capitale de Monténégro, c'est à peu près 600 000 habitants. Donc le ministère n'est pas très grand et les personnes pour s'occuper de ça c'est pas un ministère, donc ça fait presque aussi même une capacité technique. Et donc ça, d'un côté, ça peut durer longtemps, parce que effectivement c'est comme faire un concours, il faut se préparer. Et puis là, c'est impératif géopolitique qui dit qu'il ne faut pas non plus traîner, est-ce que la Russie va regarder ça les bras croisés en disant qu'ils veulent sentiment que l'Ukraine de rejoindre. Non. Donc, on est dans cet entre-deux, et c'est pour ça que l'adhésion aujourd'hui se fait sous un mode un peu nouveau, qu'on appelle l'adhésion graduelle. L'adhésion graduelle, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, un pays, j'expliquais, des candidats, ça dure des années, ça dure souvent 7-8 ans, 9 ans pour faire tout ce travail. Et puis, du jour au lendemain, 1er janvier de telle année, 1er mai, hop, il est État membre, et là, il est au Conseil européen, il a un commissaire, il a des députés européens, il reçoit plein de fonds européens, et tout d'un coup, il vraiment passe de 0 à 1. Là, l'idée de l'adhésion graduelle, qui est déjà en œuvre, c'est de faire entrer progressivement, de vérifier chaque étape. Par exemple, les pays candidats, plusieurs sont avancés, sont déjà dans ce qu'on appelle les zones de paiement unies, c'est-à-dire que par exemple, il n'y a plus de frais de change
quand vous faites des transferts d'argent entre l'Union européenne, le Monténégro ou l'Albanie. L'année prochaine, il n'y aura plus de frais d'itinérance de téléphone. Les citoyens de ces pays peuvent déjà venir dans l'Union européenne pour 90 jours sans visa. Donc, il y a plusieurs choses qui sont dans Erasmus. Donc, en fait, on donne déjà quelques avantages de l'adhésion, mais qui peuvent être au moment aussi de retirer pour voir déjà comment ça se passe, et plutôt que tout ça d'un coup. Donc ça, c'est l'adhésion graduelle. Mais, bien sûr, ces pays aussi doivent être alignés leur politique étrangère sur les décisions de européenne, par exemple. Ils sont censés, mais pas tous le font pas, reprendre les sanctions européennes contre la Russie, certains font, parce que la Serbie ne fait pas. Donc ça, c'est pour aussi, encore une fois, voir jusqu'à quel point ils sont dans cette dynamique. Et donc, d'un côté, on a cette adhésion graduelle, et puis même une fois qu'ils sont membres, exagéré, comme je disais que du jour au lendemain, c'est comme si c'était vendu entièrement, puisque depuis l'Espagne, on a des périodes de transition où en fait tout ne se fait pas non plus du jour au lendemain. Par exemple, lorsque les pays d'Europe centrale et orientale sont rentrés en 2004, pendant 2 ans, voire 5 ans, voire pour certains pays 7 ans, leurs travailleurs ne pouvaient pas venir s'établir chez nous. Il n'y a eu que 3 pays qui ont dit non, on ouvre tout. C'était l'Angleterre, l'Irlande et la Suède. Eux, ils ont dit on fait aucune barrière, n'importe quel Polonais ou autre peut venir sur le marché du travail. Tous les autres pays, dans la France, ont dit on attend 2 ans, après on verra, on attend 3 ans, et même certains, il y a l'Autriche, on va jusqu'à 7 ans. Donc, il peut y avoir des périodes de transition pour une fois, vous devez faire que ça se passe de manière non trop chargée. Et puis, l'autre conséquence aussi de cet élargissement, c'est que je disais qu'il y a des périodes transitoires, il y a des sanctions graduelles, et puis pour ceux qui sont déjà dedans, comme nos pays, il y a ce qu'on appelle aussi l'intégration différenciée. Ça veut dire que nous, ça ne nous empêche pas de s'intégrer davantage, même si d'autres candidats ne sont pas dedans. Je vais vous donner par exemple l'exemple de l'euro et du Schengen, ou d'autres coopérations renforcées, où on avance aussi dans d'autres directions sans que ce soit nécessaire pour les futurs États membres ou déjà les rencontrer. En conclusion, et avant d'ouvrir le débat et d'avoir vos questions, vos remarques, vos commentaires, je voudrais peut-être faire 4 remarques en termes de conclusion. D'une part, c'est que l'enjeu d'élargissement a augmenté, c'est-à-dire que le coût de non-élargissement, dans l'autre sens, est plus élevé. Avant qu'un pays soit dedans ou derrière, ça ne changeait pas trop notre vie. Je pense qu'aujourd'hui, ça peut vraiment faire une grande différence, très grande différence, qu'il soit dedans ou qu'il ne soit pas dedans. C'est vraiment pas une question neutre du tout, pour eux comme pour nous aussi. Et puis, peut-être quelque chose qu'on mesure moins d'ici, c'est que pour les pays en candidat, c'est vraiment une question existentielle, quasi existentielle. Ce qui m'a frappé quand justement on parlait que l'Ukraine, dès qu'elle s'est fait envahir par la Russie, voulait être candidate à l'Union européenne, c'est que pour une nation, rejoindre l'Union européenne, c'est une manière de se sauver. Tu sais, parfois il y a des débats dire l'Europe, en fait, c'est comme si ça avait effacé les nations, il n'y avait plus de nations dans l'Europe. Au contraire, pour ces pays, et c'était le cas aussi de la Pologne lorsqu'elle est rentrée en 2004, c'est-à-dire plus on sera dans l'Union européenne, plus notre nation est assurée d'exister. C'est tout l'inverse d'être. Elle ne va pas se diluer ou être. Au contraire, ça va la faire exister. Et parfois, l'Europe, en fait, c'est des nations qui s'unissent pour se sauver. Donc, c'est une des raisons de l'élargissement. Notre remarque, c'est que l'élargissement, si j'en parle autant et si on voit que ce n'est pas une question simple pour les pays candidats comme pour les pays qui sont déjà dans le club,
ça montre un peu la nature de l'Union européenne, qui n'est pas une organisation internationale comme les autres. On ne ferait pas une soirée comme celle-ci s'il s'agissait d'entrer dans l'OCDE, ou s'il s'agissait d'entrer même au Conseil de l'Europe, ou dans une organisation internationale, entre guillemets, classique. L'OTAN, on avait l'élargissement récemment, la Finlande et la Suède qui sont entrés. L'Union européenne, y rentrer et comme en sortir, on voit bien que c'est quelque chose d'assez passionnel. Le Royaume-Uni, pour reprendre cet exemple, ne veut plus entendre parler de Brexit parce que ça a complètement divisé la société. Vraiment divisé, ça a divisé les familles, ça a divisé les générations, ça a divisé les nations entre Écossais, Anglais, et Gallois et Nord-Irlandais, les campagnes contre la ville de Londres qui était. Donc ça a vraiment profondément divisé le pays. Aujourd'hui, ce débat, c'est un débat qui est trop. C'est un peu, vous avez comme parfois, il y a des sujets dans la famille, des repas de famille, il ne faut pas évoquer ça, sujet, parce que quand on a un terrorisme, donc la base de débat sur l'Europe, c'est ça. Enfin, ça a été ça. Et donc, on peut éviter. Mais ça montre que c'est une question, quand je vais dans les pays candidats, je me suis rappelé à quel point c'est un sujet dont on parle, on divise, et c'est vraiment effectivement quelque chose. On a vu parfois vous avez vu à Maïdan, dans les autres pays ici, on voit qu'à quel point c'est quelque chose de vraiment passionnel pour les pays candidats. Et puis, dernier point, c'est que, juste une réflexion, c'est que je disais au début, pour commencer, que l'élargissement, en fait, c'était dans l'ADN du projet européen, que c'était en fait la vocation première que Robert Schuman lui avait donnée, et les autres pères fondateurs. Et en même temps, à la fois élargir l'Europe, certains préfèrent dire réunifier le continent, c'est accomplir le projet européen, mais en même temps que de l'accomplir, c'est le transformer. Puisque, effectivement, une Europe à 6 n'a rien à voir avec une Europe à 12, à 25, ou peut-être demain à 30 ou plus. Donc ça accomplit le projet européen, en même temps, ça transforme la nature même d'une européenne qui n'est plus du tout la même que celle qui était avant. Et ça participe, je termine là-dessus, de la transformation du projet européen, un projet de paix, en projet de puissance. Je vous remercie.